L'objectif de mes cours de BioC n'est en aucun cas de vous donner des informations pertinentes, même si ça va être automatiquement important. Mais mon objectif numéro 1, c'est que vous arriviez à faire le lien entre les chapitres. Et faire le lien entre les chapitres demande du temps. Ne pensez pas qu'en 2-3 chapitres, en 10 heures de travail, que vous allez arriver à faire le lien. Il faudra aller jusqu'au chapitre 8, jusqu'au système endomembranaire, et bien le finir, et presque bien le maîtriser, pour arriver à faire les liens, commencer en tout cas à faire le lien entre les chapitres. Avant, il ne faut pas être impatient, il faudra être très très patient. Alors, est-ce qu'il y en a ici parmi vous, vous allez me dire la vérité, qui n'ont strictement rien fait de ce que je vous ai donné comme travail en BioC depuis la semaine dernière? Rien du tout. D'accord. Alors pour vous, ça va être difficile, sachez-le. Ça va être difficile parce que je ne suis pas là pour tracter des gens qui n'ont pas bossé. Je suis là pour avancer. Donc, c'est pas grave, vous allez avoir un peu de mal à suivre. Mais l'essentiel, c'est qu'après, vous repreniez les premières vidéos que j'ai faites. Aujourd'hui, je vais parler grossièrement et un peu les notions fondamentales qu'on va voir, mais je veux que vous les travaillez et tous les schémas qu'on va voir, je veux que vous les bossiez bien. Si vous avez des questions, on est là pour le faire. J'aurais pu le faire en distanciel, mais je pense que vous allez avoir besoin du présentiel avec les 2 semaines au minimum de cours que vous allez avoir en distanciel. Ça va être bien qu'on ait des contacts réguliers en présentiel. Alors, par quoi commencer? Moi, j'ai 20 000 choses à vous dire. En BioC, je pourrais parler des heures. Je veux que vous compreniez la grande globalité des choses. C'est-à-dire, quand on parle de la BioC, on parle d'une cellule. Il faut comprendre ce que c'est une cellule. Une cellule, un ensemble de cellules, ça va former ce qu'on appelle un tissu. Un ensemble de tissus, ça va former un organe, et les ensembles des organes, ça va former votre corps. Donc, quand vous me voyez avec mes yeux bleus, par exemple, eh ben, mes yeux bleus, ok, ils sont représentatifs de tissus et de cellules qui expriment quelque chose. Okay. L'expression des gènes dans le phénotype, dans ce qui ressort, c'est ce qui va être exprimé dans la cellule. Donc, tout le code qu'il y a à l'intérieur de la cellule, l'ADN, ce que je vous ai parlé depuis une semaine déjà pour vous, ben c'est ça qui va exprimer, qui va produire des protéines. Et cette production de protéines, ça va être la diffusion dans vos tissus, dans vos organes. Donc, s'il y a un problème dans la cellule, dans une protéine, okay, sur des milliards de cellules, ben, ça va avoir un impact sur les organes, okay, puisque c'est l'expression de ça. Alors, il y a, et aussi, je vais aussi un peu parler de méthodologie pour que vous compreniez qu'est-ce qui tombe pas. En BioC, ce qui va tomber comme question, c'est des schémas. Alors, je sais, vous êtes traumatisés par l'histoire des schémas. Bon. Bon. Hein? Voilà. Non. Je sais, il n'y a jamais eu une question que sur des textes. Ça n'a jamais existé. En anatomie. Non, c'est pas vrai. Les questions sur des trucs sans texte, il y a toujours eu en anatomie depuis au moins 4-5 ans. C'est juste que ça augmente au fur et à mesure jusqu'à votre année où c'était la totalité. Et vous connaissez ce système-là. Bon, en BioC, ça n'existe pas. Bon, il n'y a pas de raison qu'ils inventent là cette année. Ça serait, en 30 ans, ça serait une grosse révolution. J'y crois pas. Bon. Donc, ce qui va tomber en BioC, non, mais d'autant plus que ce n'est pas la philosophie de la BioC. Vous comprendrez, la philosophie de la BioC, c'est de vous poser une question sur un schéma et de vous rapporter des éléments d'autres chapitres. Mais par exemple, ce premier schéma-là, il ne tombera pas. OK? Mais ce n'est pas parce qu'il ne tombe pas qu'il ne faut pas apprendre, parce que si vous ne connaissez pas ça, vous ne connaissez rien. Mais pour que vous compreniez qu'est-ce qui va tomber
peut-être pas à la fin du stage, mais au fur et à mesure, je vais vous donner des QCM pour que vous compreniez à quoi ça ressemble. Mais d'abord, il faut que votre esprit soit bien concentré à la biocé. Mais il faut que les notions, vous les maîtrisiez. C'est-à-dire que dans une cellule, comme vous voyez ici, bon, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça. C'est juste qu'après, à la fin de l'année, je fais des statistiques pour savoir quel schéma tombe. Je ne sais pas si la promotion de l'année dernière vous l'a dit, mais sur les schémas que j'ai entourés, il y en a les 2 qui sont tombés, faisaient partie de ceux que j'avais entourés. Je n'ai pas les sujets, détendez-vous, mais j'ai la capacité de sentir qu'est-ce qui tombe. Je regarde un peu les annales à droite à gauche et j'arrive à un peu avoir. Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre que dans une cellule, il y a tous les organismes que vous êtes censés connaître. OK ? Et dans tous les organismes que vous êtes censés connaître, il y a, et aujourd'hui c'est hyper important ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a 3 groupes. Alors, on va simplifier les choses. Il y a 2 grands groupes. Et dans votre tête, je veux que vous compreniez et que vous arriviez à faire le distinguo entre ces 2 grands groupes. Et que les groupes ne se mélangent pas. Okay, vous savez tous les règles du football. Football, il y a 2 équipes. Dans les 2 équipes, l'objectif, c'est de mettre un but à l'autre équipe. Et l'objectif, c'est de se faire passer la balle entre l'équipe. Si le rouge passe la balle au bleu, ben, il a perdu le. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas. OK ? Vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais bien le résumer aujourd'hui, même si dans les vidéos précédentes, je vous l'avais exprimé. C'est que l'idée, c'est de regrouper et de faire 2 équipes et de se dire ces 2 choses n'auront jamais aucun contact. D'accord ? Donc, je m'exprime. Ici, c'est facile. C'est quoi ça comme organisme ? La mitochondrie. Mitochondrie, il y aura un chapitre particulier sur la mitochondrie. Vous savez ce qu'elle fait. Elle va faire la respiration cellulaire. Et elle va être créatrice d'énergie. Vous l'avez vu en UE1 cette année. En bioénergétique, le rôle de la mitochondrie pour fabriquer de l'énergie. On y reviendra. Alors, bon, il n'y a personne qui a un truc là? Moi, j'ai si vous voulez. Merci. Donc, on va commencer notre équipe. Première équipe, l'équipe du non-système endomembranaire. J'ai mis ça dans les vidéos que je vous ai envoyées? C'est a priori, c'est obligé que ça soit le mot. On ne sait pas. Dans le non-système endomembranaire, donc c'est les 2 équipes dont je vous ai parlé, d'abord, il y a la mitochondrie. OK ? Après, on va vous expliquer. Deuxième élément qu'on peut mettre, le peroxysome. Donc, le peroxysome, c'est le 2e élément que je classe dans cette catégorie-là. C'est moi qui décide des équipes, hein, je suis désolé. 3e, c'est le noyau. OK ? Attention, vous avez tous compris que le noyau, il est entouré de quelque chose. Ça s'appelle quoi? Par quoi il est entouré, le noyau? Cytosol. Il est entouré par le cytosol, mais il est délimité par quoi, le noyau? Par l'enveloppe nucléaire. Donc, faites le distinguo entre noyau et enveloppe nucléaire. C'est 2 choses complètement différentes. Et on ne va pas les classer dans la même chose. Après, dans le non-système endomembranaire, je vais mettre quelque chose qui n'est pas un compartiment, qui n'est pas un organite. Il s'appelle le cytosol ou cytoplasme. Il n'y a pas de piège sur ça. Cytosol, cytoplasme, c'est la même chose. C'est juste que cytosol, c'est le gel en question. Qu'est-ce qui va. Le gris là que vous voyez tout autour de là, c'est le machin. Et le cytoplasme, c'est le gel plus les organites à l'intérieur. Donc, on s'en fout de faire la distinction entre ces 2 trucs. Cytosol. Et on va mettre le cytosquelette. Alors moi, vous savez, je vais vous interroger. Et vous allez m'expliquer, je veux que quelqu'un m'explique en 2 mots ce que c'est le cytosquelette. Et pas ceux qui sont en Zoom, parce que ceux qui sont en Zoom, vous restez chez vous, vous n'avez pas le droit de parler. Alors, cytosquelette. Alors, vous savez que j'ai une spécialité aussi en biocé. Vous allez m'avoir tout le second semestre en cours. Je balance les stylos à la figure très rapidement. C'est-à-dire que celui qui ne répond pas à des questions basiques,
ou qui répond mal à des questions basiques, mais aujourd'hui, je suis très cool avec vous. C'est le balancement d'un stylo dans la figure. Et normalement, après, vous n'oubliez pas. Alors, cytosquelette, c'est quoi? Oui. Ouais, je pense que c'est le squelette de la cellule. Alors, très bien. Voilà. Voilà un garçon intelligent. Le cytosquelette, c'est, vous le découpez, c'est le squelette de la cellule. C'est ce qui va donner l'architecture de la cellule. Il y a des cellules rondes, des cellules carrées, des cellules triangulaires. Tout ça, c'est ça qui va donner la forme à la cellule. C'est un autre rôle, le cytosquelette. Vous vous souvenez? Ça, dans la mobilité de la cellule. Ça sert? Alors, pas la mobilité de la... Alors oui, indirectement. Ça, on va y revenir. Mais ça sert à faire le transport de vésicules. C'est quoi le vésicule? C'est des petits organismes qui sont des genres de taxis et qui transportent des protéines d'un bout à l'autre de la cellule. Et en fait, le cytosquelette va avoir comme objectif de faire transporter ces vésicules qui contiennent les protéines à l'intérieur. Okay, on y reviendra, mais c'est ça l'idée. Et troisième rôle du cytosquelette, elle sert, et ça on le verra dans un deuxième temps, à la contraction musculaire. Okay, le cytosquelette va permettre à la cellule, okay, et donc, vous comprenez bien l'ensemble du corps, de faire ce qu'on appelle une contraction musculaire. Bon, donc, le cytosquelette, je le classe dans ce point-là. Équipe numéro 2. Le REG. Alors, vu que je sens que vous êtes très très bon, vous avez beaucoup travaillé, vous allez me dire ce que c'est le REG. Ça sert à quoi? Ah, vous êtes en vacances. Je suis toujours déçu. Synthèse de protéines. Bravo. Le REG permet, et le lieu, on va dire, de synthèse des protéines. Ce n'est pas le seul, on le verra, mais juste retenez ça dans votre tête d'abord. Il faut commencer par pallier. Ça sert à synthétiser des protéines. Dans notre autre chose, je mets le Golgi. Alors le Golgi, on va passer rapidement, ça permet la maturation de la protéine. On va expliquer tous ces éléments-là. La maturation de la protéine. Okay, vous n'êtes pas né à 18, 19 ans, 20 ans. Vous êtes né à 0 ans. Eh ben, vous avez subi ce qu'on appelle une maturation. Okay, eh ben, la maturation d'une protéine, c'est la même chose. Je fais juste une parenthèse philosophique. Je me suis toujours posé la question que c'est étonnant que la période la plus importante de notre vie, c'est-à-dire le moment de nos mamans nous ont accouchés, c'est la période dont on ne se souvient pas. La période la plus importante de notre vie, quand même. Notre naissance. C'est le moment le plus important, on ne se souvient pas. Bon. Bref. Je vous laisse passer avec mes problèmes existentiels. Donc, Golgi, ça sert à la maturation de la protéine. Bon. On va mettre celui que j'ai pas tout à l'heure, l'enveloppe nucléaire. Donc, l'enveloppe nucléaire, c'est ce qui fait le tour du noyau et qui fait partie du système endomembranaire. Alors, je vais mettre deux autres choses supplémentaires, trois autres choses. Le lysosome, qu'est-ce que c'est le lysosome? La poubelle de la cellule, très bien. Donc, c'est ce qui va broyer les choses quand on n'en a plus besoin. On verra comment et pourquoi. Je vais mettre deux autres choses. Membrane plasmique, qui n'est pas, encore une fois, un organite. Donc, moi, je le simplifie un peu pour que vous compreniez certaines choses que je vais vous expliquer maintenant, mais ce n'est pas à proprement parler ce qu'on appelle un organite, mais ça fait partie de ce clan-là. Et la matrice extracellulaire. Il y a le chapitre 3 que vous avez dit de bosser aussi sur la matrice extracellulaire qui est court au demeurant, mais la matrice extracellulaire fait partie du système endomembranaire. Alors, quelle implication? Pourquoi faire deux équipes? C'est très simple. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est comme une équipe de foot. C'est que le ballon en question, c'est la protéine. C'est-à-dire que ici, si on a une protéine ici, elle ne pourra être que dans ces éléments-là. Pareil, une protéine qui sera dans ces éléments-là
ne pourra être que dans ces éléments-là. Donc une protéine, pour vous donner un exemple du REG, ne pourra jamais, au grand jamais, se retrouver dans une mitochondrie. Ça n'existe pas. Pareil, une protéine que vous allez voir dans l'enveloppe nucléaire ne pourra jamais se balancer pour aller dans le noyau. Donc c'est un peu plus fin ce que je vous dis. C'est en gros, l'enveloppe nucléaire, il est là, tout autour. Vous le voyez ici. OK? Je mets ici sur le schéma. Ici. Eh ben, c'est une protéine que vous imaginez ici, elle ne pourra jamais rentrer dans le noyau. Ça n'existe pas. Pour qu'une protéine rentre dans le noyau, si elle est dans le cytosol, il faudra qu'elle passe par les petits pores ici. Comment on appelle ça, ces pores ici? Les pores nucléaires. On verra aussi dans le chapitre 9 comment une protéine permet, en tout cas, accède au noyau. D'accord? OK. Ça, c'est le premier élément important pourquoi on classe. Donc déjà, les protéines sont d'un côté ou dans un autre. Ils peuvent pas être, il n'y aura pas de mercato. Okay? Il n'y aura pas d'échange de protéines entre les deux. Premier élément. Deuxième chose, la fabrication de la protéine, la synthèse de la protéine est spécifique. Soit ici, soit ici. C'est-à-dire que tout à l'heure, Valentin, tu m'as dit que le REG est un lieu de fabrication d'une protéine. Oui. OK? Sous un système qu'on va expliquer de suite. Mais en gros, une protéine qui est par exemple dans la matrice extracellulaire, qu'on voit comme ça dans la matrice extracellulaire, on connaît son cheminement de fabrication. C'est quoi? Pour ceux qui ont bien écouté les vidéos, par quoi elle passe d'abord? D'abord, elle est fabriquée dans le REG, comme l'a dit Valentin tout à l'heure. Puis, elle va subir sa maturation dans le Golgi. Et après, elle va aller dans la matrice extracellulaire. On va après détailler toutes les choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la protéine qui est cytosolique, dans la mitochondrie, dans le peroxysome, dans le noyau, dans le cytosol, que j'appelle protéine cytosolique, c'est une protéine. Est-ce qu'elle est passée par le REG? Non. Est-ce qu'elle a subi une maturation dans le Golgi? Non plus. Elle a été synthétisée dans le deuxième lieu de fabrication de protéines, qui est le cytosol. On va voir comment et pourquoi. OK? Donc, les protéines qui sont ici ont commencé leur synthèse dans le cytosol. Les protéines qui sont ici ont commencé leur synthèse dans le REG. Et restent dans ce schéma-là qu'on va affiner maintenant. Troisième raison pourquoi je classe ces deux choses en deux compartiments différents, c'est que vous allez avoir, et ça c'est hyper important, des ribosomes différents en fonction de savoir si je suis cette protéine-là, protéine du système endomembranaire, ou cette protéine-là du non-système endomembranaire. Et c'est ce que vous voyez sur le schéma ici. Sur le schéma que vous voyez, il y a ici des ribosomes qui s'appellent des ribosomes libres. Et vous avez ici aussi des protéines qui sont des ribosomes associés au RE. Donc très simplement, vous avez compris ce que c'est un ribosome? Janice, c'est quoi un ribosome? Ça plus? Ardo, elle va t'aider. Traduction. Alors, ça aussi, c'est très important, Landine. La biocé, ça s'explique, comme moi, je suis actuellement en train de le faire, comme si vous avez en face de vous des demeurés. Désolé, moi, c'est ce que j'ai fait pour vous expliquer les choses. Tu as n'importe quel pecno dans la rue, tu lui dois lui expliquer ce que c'est un ribosome. Si tu lui dis, tu lui gueules que c'est traduction, il va te regarder et va dire, bon, madame, tout va bien? J'entends ce que tu dis, mais il faut que tu l'exprimes, il faut que tu l'expliques mieux. Un ribosome, c'est un complexe. Je vais éviter les mots compliqués aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon encore. C'est un complexe qui permet de réaliser une traduction. Donc, en gros, elle permet de traduire l'ARN messager, que vous connaissez, en une protéine. OK? Donc, l'ADN va donner l'ARN. Ça s'appelle
comment s'appelle Livio? La transcription. Et l'ARN messager va se transformer en protéine grâce au ribosome. Et donc, je continue. Il y a deux types de ribosomes. Soit des ribosomes ici libres, donc qui appartiendra, enfin, qui sera dans la partie non système endorrhinaire, ou des ribosomes associés au RE. Et ces ribosomes-là associés au RE, c'est eux qui vont permettre la fabrication de protéines qui appartiennent au système endomembranaire. Alors ça, juste je vous explique. Hein. Les autres étudiants, ils le comprennent au bout de mois de février. Okay, donc si vous comprenez ça maintenant, vous avez un peu plus d'avance. Et dernière chose très importante, c'est tout à l'heure vous m'avez parlé d'une certaine direction de fabrication de protéines. D'abord RE, après Golgi, et après le reste du monde. C'est quoi ce flux-là? Il s'appelle le flux vectoriel, membranaire et permanent. Ok? Vous mettez flux vectoriel, membranaire et permanent. Flux parce que ça va dans une direction. Vectoriel parce que c'est toujours RE et Golgi, et pas Golgi RE. On commence par le RE et après dans le Golgi. Membranaire. Quoi membranaire? Parce qu'en fait, le point commun de toutes ces choses-là, c'est qu'elles ont à peu près la même membrane. Donc elles communiquent plus facilement parce qu'elles ont la même membrane. On communique mieux avec les gens avec qui on a des affinités. Et permanent, parce que ça se fait de manière permanente. Okay. Donc maintenant, et c'est ça la force que vous devez avoir, c'est que vous voyez n'importe quelle protéine dans la cellule, n'importe quelle protéine, vous connaissez sa vie, son histoire, ok, d'où elle vient, par où elle est passée, et dans quel clan on l'a mise. Ok? Alors, exercice, par exemple, je vous mets une protéine qui est ici. Regardez le schéma. Je vous mets une protéine qui est dans la membrane plasmique. OK? Et je vais poser la question à Maëna. Alors, Maëna, est-ce que cette protéine-là en question, dans la membrane plasmique, elle est passée par le REG? Oui. Oui. Et est-ce que cette protéine-là, Guillaume, parce que tu ne me regardes pas dans notre sac assis, est-ce que cette protéine-là a emprunté le flux vectoriel membranaire et permanent? Oui. Parce que cette protéine-là en question, si elle est dans la membrane plasmique, forcément elle est passée par le REG. Donc elle a été synthétisée par des ribosomes associés au RE. Donc elle a fait REG, Golgi et membrane plasmique. Elle est passée par une vésicule. Donc qui l'a transporté cette vésicule? Le cytosquelette. Ça ne veut pas dire qu'il communique, hein, c'est juste que le cytosquelette l'a transporté. Et un taxi qui vous transporte, vous n'êtes pas en famille avec lui forcément. OK? Donc si vous comprenez ça, vous comprenez pas mal de choses. D'accord? Donc pareil, si j'ai une protéine dans le nucléoplasme, qu'est-ce que c'est le nucléoplasme? Oui, c'est une... Oui, exactement. Il y a le cytoplasme qui est tout à l'extérieur. Le nucléoplasme, c'est tout ce qui est à l'intérieur du noyau. Donc une protéine dans le nucléoplasme, elle fait partie de quel clan? Non, système endomembranaire. Donc est-ce que c'est une protéine qui a été qui est passée par le Golgi? Non. OK? Puisque c'est une protéine qui a été synthétisée par le cytosol, par des ribosomes libres, et qui a été amenée, pas par une vésicule, qui a été amenée directement dans le noyau, dans un transport qu'on reverra ensemble. Alors ça, c'est un schéma qui tombe souvent malade. Bon. Ça, maintenant, quand je vous ai dit ça, c'est le facile du facile. Donc ce schéma-là, il vous montre en détail, à partir de l'ADN, comment on va obtenir une protéine. Et en fonction d'où elle va aller,
vous êtes capable de dire son histoire. Donc ici, on a un ADN qui est double brun. Ça, vous l'avez vu en très très gros en UE1 au premier semestre. Qui va être transcrit et il va avoir 3 types d'ARN. Ça, vous n'en connaissez que un à l'époque. Maintenant, vous en connaissez 3. L'ARN messager, c'est lui qui va être transporteur du message. Okay. Moi, par exemple, qui suis très très mince, bah, dans mon truc de transcription, bah, l'ARN messager, il exprime que je suis très très mince. Non, je plaisante, je suis un peu grassouillé. Mais l'ARN messager, c'est ça qui fait ça. L'ARN de transfert, qu'est-ce qu'il va faire l'ARN de transfert? Il va transférer les acides aminés à la protéine. Pourquoi je parle de ça? C'est quoi une protéine? Définition. C'est un enchaînement d'acides aminés. Exactement. C'est-à-dire que vous mettez plusieurs acides aminés entre eux. Ah, mais non, mais c'est ce que c'est. Non, parce que moi, je me positionne chaque fois comme quelqu'un qui enseigne ça au premier semestre. Au premier semestre, dans les premiers cours de biocide, vous ne comprenez rien à tout ce qui est protéines, acides aminés. Donc, je vous ai high level. Donc, l'ARN de transfert, ça amène les acides aminés à la protéine. Enfin, ça amène les acides aminés, excusez-moi, au lieu de traduction. Et il va dire, toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, ça va former la protéine. Et enfin, l'ARN ribosomal, vous avez fait ça en UE1, l'ARN R? Oui. Ouais. Les suscités. L'ARN R, lui, il va constituer, entre autres, le ribosome. Okay, c'est-à-dire que l'ARN R, ribosomal, il va fabriquer le ribosome. Alors, le ribosome, il a un peu cette gueule-là. Comme un bonhomme de neige. Et les ARNR, ils vont constituer la petite sous-unité et la grande sous-unité du ribosome. Et on verra le dispatching. Donc, ici, la traduction par les ribosomes, elle peut se faire soit dans le cytosol, ce qu'on vient de dire à l'instant, soit dans le REG. Si ça se fait dans le cytosol, c'est des ribosomes libres. Si ça se fait dans le REG, c'est des ribosomes associés au RE. Et après, ça va donner une protéine. Vous voyez que ça, c'est un schéma global. La protéine, elle reste dans le cytosol, soit la protéine, elle va dans la membrane plasmique, soit elle va dans la matrice extracellulaire, soit elle va rentrer au noyau. Alors, ceux qui ont bien suivi, ça s'appelle quoi la protéine qui rentre dans le noyau? Alors, la protéine qui re-rentre dans le noyau, qui revient à la source. Comment elle s'appelle, cette protéine? Cette protéine-là, elle s'appelle le FRT. C'est quoi le FRT? C'est un facteur de régulation de la transcription. Donc, elle va revenir au noyau pour réguler une transcription. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes pas, je ne sais pas si vous êtes des gourmands. Moi, si je ne me contrôlais pas, si je me vaquais à mes désirs les plus fous, ok, je me prendrais de manière assez quotidienne un pot de Nutella avec un élément très simple, une cuillère, et je prendrais à la cuillère, alors j'imagine que pour la grande majorité, ça a déjà arrivé à certains d'entre vous, mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Votre glycémie, elle augmente. Le taux de glucose dans le sang, il augmente, n'est-ce pas? Bon. Et qui va jouer le rôle de régulateur de tout ça? L'insuline. Donc, on va envoyer des insulines. Les protéines là, on va envoyer beaucoup d'insuline pour faire en sorte que ce sucre-là qui est dans votre sang maintenant rentre dans votre muscle pour diminuer la quantité de sucre dans votre sang. Bon, avec plus ou moins de réussite. Mais au bout d'un moment, si l'insuline elle est fabriquée en permanence, vous n'allez plus vous retrouver à un taux normal, vous allez vous retrouver en négatif. Donc, au bout d'un moment, quand j'ai arrêté de manger au bout de ma quatrième ou cinquième cuillère de Nutella, où j'en veux plus, où je suis un peu à ras-bord, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'insuline, elle revient au noyau. Elle revient au noyau et elle lui dit stop, plus de fabrication d'insuline. Et on arrive
au taux normal de sucre dans notre sang égale à 1. D'accord? Donc, c'est ça le principe du FRT. Je vais vous juste donner un exemple. Et vous comprenez que ça sert ça régule la transcription, soit positivement d'ailleurs, soit négativement. Là, je vous ai pris un exemple de négatif, mais ça peut être positif. On en veut plus parce que Monsieur Youzdan, il a encore mis sa cuillère dans le pot de Nutella. D'accord? Alors, question facile. Alors ça, par exemple, ça, c'est une question souvent que je pose en QCM. Je vous mets ici petit 1. La matrice extra. Donc, c'est pour ça que les légendes, il faut les savoir parfaitement. Je sais, vous êtes traumatisé. Mais imaginez que vous allez avoir ce schéma-là. Il y a petit 1, matrice extracellulaire. Et on va vous dire, matrice extracellulaire numéro 1, je vous dis cette protéine-là dans ce milieu numéro 1. OK? Cette protéine-là a été synthétisée à partir de ribosomes associés au RE. Vrai ou faux? Vrai. OK? C'est ce genre de questions que vous allez avoir. Alors vous, ça vous paraît facile parce que vous avez un bon prof. Et vous allez comprendre que ça fait partie. Après, ça va faire des questions faciles, mais vous allez voir que au bout d'un moment, il y a des logiques qui sont un peu plus difficiles. D'accord? Donc faites attention, bien différencier l'ARNP, des ARNR et des ARNR. Alors, maintenant, je vais vous faire passer, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux bien vous faire comprendre aussi les liens entre les schémas. Je vais vous faire passer au chapitre 4, qui parle du cytosol. Et ça, c'est peu ou prou le résumé de ce que je viens de dire, qu'il faut apprendre par cœur. Ce schéma aussi, il tombe. Vous voyez, je les entoure quand il tombe. Et moi, d'ailleurs, vous viendrez, quand on travaillera à la BIOS ensemble, vous viendrez qu'avec des schémas. Je ne suis pas là pour vous commenter le cours de Medibox. C'est les schémas, pour moi, la source des connaissances. Alors, on a un ribosome qui a accueilli un ARN messager. Donc, vous connaissez l'ARN messager, 5', 3'. OK, faites attention. Ça aussi, il y a souvent des pièges sur ça, que ça va donner une protéine qui est N et C terminale. OK, donc là, question classique. Donc là, imaginez, on barre le 5', il dit voilà, l'extrémité N terminale de l'ARN. Voilà. Là, ça, c'est faux. L'extrémité, c'est 5' de l'ARN messager, ou l'extrémité N terminale de la protéine. D'accord? Donc, ici, on a l'exemple d'un ARN messager qui est accueilli par un ribosome. OK? Et chose qui est un peu différente à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le ribosome, à la base, tout au début, il est indifférencié. Il est neutre. Il est ni libre, ni associé au RE. Et à un moment, il va choisir son camp. C'est quoi ce moment-là? C'est est-ce que dans le début de la synthèse de la protéine, il y a un signal qui va apparaître? Comment il s'appelle ce signal qui apparaît ou pas? C'est bien Noël, hein? C'est cool, hein? Alors, si je vous dis signal d'adressage, qu'on appelle le petit signal, ça vous dit quelque chose? Il y a une possibilité ici qui est une vingtaine d'acides aminés qui sortent et qui s'appelle le peptide signal. C'est une portion de la protéine, début de la protéine en N terminale. Et quand ce peptide signal, il apparaît, ou pas, mais on va dire qu'il apparaît, cette protéine, cet ARN messager avec son ribosome vont aller directement où? Vers le RE. Et là, ce ribosome-là, il deviendra ribosome associé au RE. Et après, vous irez dans la chose classique, où on a... Une fois de plus, on en revient à l'opportunisme à ce niveau-là. C'est-à-dire que certains de gauche, et je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Eh bien oui, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors, merci beaucoup pour... Voilà, merci beaucoup pour votre intervention brillante. Donc,
Si ici, on a le petit signal qui sort, on va aller vers le RE. Et donc après, vers le RE, on va aller vers où? Golgi. Après le Golgi, on va vers le reste du système endoromembranaire. Ça peut aller vers le lysosome, ça peut aller vers la membrane plasmique, ça peut aller vers la matrice extracellulaire, ça peut aller vers l'enveloppe nucléaire, ça peut revenir au RE, parce qu'il y a des protéines qui sont dans le RE. Okay, mais ça reste dans ce clan. Et s'il n'y a pas de peptide signal, s'il n'y a rien qui apparaît, là, le ribosome reste dans le cytosol. Et il devient, ou il se confirme en tout cas, comme étant libre, cytosolique. Et on est dans ce côté-là. Et on poursuit la synthèse, ok? Et on va aller soit dans le noyau, soit dans la mitochondrie, soit dans le peroxysome, soit il y a marqué face cytosolique de la membrane plasmique. Oh! Ou membrane d'enveloppe du système endomembranaire. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous vous êtes fait avoir par un bonhomme incompétent, c'est possible, qui vous a dit n'importe quoi depuis le début, soit il y a un piège quelque part. Est-ce que vous voyez déjà le problème qu'il y a? Ah, vous n'êtes même pas à l'étape du problème. Exactement. On vient de dire qu'on est dans le camp du cytosol. Qu'est-ce que le mot membrane plasmique vient faire ici? Ah oui. Bah, soit je suis nul, soit il y a un piège. Bon, tu peux dire ce que tu veux. Hein. Mais si tu dis que je suis nul, tu ne viendras pas à la piscine CDD. Alors, c'est très simple. Alors, on va pas faire ça. On va faire une membrane plasmique. Ça, c'est la membrane plasmique. On va le faire plus simple. On va faire juste une barre parce qu'après, je vais vous embrouiller. Ça, c'est la membrane plasmique. Ça, c'est l'extérieur, la matrice extracellulaire. Et ça, c'est l'intérieur. OK? Le cytosol. Ouais. Il y a des protéines qui sont là. Ça, c'est une protéine transmembranaire qui transperce la membrane plasmique. Il y a des protéines qui sont là, qui sont cytosoliques, qui sont la matrice extracellulaire, n'est-ce pas? Qui sont complètement dans la matrice. Et il y en a aussi qui sont là, qui sont des protéines complètement cytosoliques. Mais vous voyez que ces protéines-là, elles longent, elles sont proches de la membrane plasmique. C'est ça que ça veut dire, face cytosolique, on est ici, de la membrane plasmique. Je pourrais faire la même chose pour un organite, et je le fais sur la face cytosolique. D'accord? Et je prends toujours l'exemple des poissons pilotes. Tout le monde sait ce que c'est un poisson pilote. C'est quoi un poisson pilote? Oh là là. Je l'apprends un petit de 5 ans, un poisson pilote. C'est pas des poissons rouges. Les Nemo. Ouh là là. Regardez, moi, vous savez, je suis très chaud. Si vous voulez, j'appelle mon fils de suite. Et si j'avais du temps, je le ferai. J'appelle mon fils et je lui dis ce que c'est un poisson pilote. Ouais, je vais le faire. Alors, comme ça va vous marquer. C'est quoi un poisson pilote? On va l'appeler de suite. Non, ça, c'est un poisson pilote. Et non, il ne faut pas regarder sur Internet, c'est interdit. On va voir si mon fils de 5 ans est plus fort que moi. Je ne me trompe pas. On va voir. Allô? Oui, chérie. Est-ce que tu peux me passer Raphaël ou pas? 2 secondes, passe-moi dessus. Ah voilà, on est en plein cours. Raphaël? Oui, tu m'écoutes? Oui. Alors, c'est quoi un poisson pilote? C'est un bateau. Poisson pilote. Un poisson, pas un bateau pilote. Tu as raison. Mais un poisson pilote. C'est quoi un poisson pilote? Oui. Un poisson pilote, on retrouve à côté de quel gros animal? Ah, attends. Il est à côté de quel animal? Requin. Le requin. Et le poisson pilote, c'est celui qui est à côté du requin. C'est ça que tu voulais dire? Bon, bravo. Bon. Je savais pas que c'était ça, non? Hein? Je savais pas que c'était ça, non? Ah ben voilà, ça s'appelle des poissons pilotes. Et ces poissons pilotes-là, on les retrouve même, si vous regardez les documentaires animaliers,
à côté des hippopotames. Vous voyez, à côté des hippopotames qui vivent à la fois à l'intérieur de l'eau, à la fois à l'extérieur. À l'intérieur de l'eau, il y a des poissons pilotes. Tout ça pour que vous compreniez que ces protéines-là, sur la face cytosolique de la membrane plasmique, de la membrane d'enveloppe, c'est des protéines qui sont comme des poissons pilotes, qui sont en bordure, soit de la membrane plasmique, soit de la membrane d'enveloppe d'un système endombranaire, mais qui ne font pas partie de ces éléments-là. Le poisson pilote n'est pas un requin. Okay. J'ai parlé, ici, à marqué nucléole. Je fais juste une parenthèse. Quoi un nucléole? Ah, c'est quoi? Juste parce qu'il a parlé d'un bateau pilote. C'est quoi un bateau pilote? Petit bateau qui. Voilà, c'est le petit bateau qui guide le gros bateau de croisière. Mais ça marche aussi, un bateau pilote, dans l'explication que je vous donnais. Bon, bref. Alors, c'est quoi le nucléole? Ça, ce qui est Dans le noyau. Oui, c'est ce qui est dans le noyau, mais ça sert à quoi? Alors, non. C'est dans le noyau. C'est une région spécialisée du noyau. Mais juste, ça sert à produire quoi? Non, mais t'es pas loin. Ça sert à produire l'ARN du ribosome. Donc, le nucléole sert à synthétiser une grande majorité des ARNR. Okay, juste pour que vous compreniez, quand on voit le truc nucléole, vous comprenez ce que c'est. Très important dans ces schémas-là de bien lire le texte qui est en dessous. Okay, on ne va pas le lire chaque fois, mais je veux bien que vous lisiez bien le texte qui est en dessous. Dernière chose qu'on n'a pas vu sur ce schéma, il y a un truc qui a marqué le SRP. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est le SRP? Alors, le SRP, d'abord, il faut savoir ce que c'est S, R et P. S, ah oui? C'est un signal de reconnaissance qui permet de dire. C'est un signal de reconnaissance, SR et P. Protéine, oui, mais non. Non, mais oui, mais c'est pas ça. Ah ouais, parce que si tu trouves le P, tu vas trouver à quoi ça sert. Mais vas-y, signal de reconnaissance. C'est une partie qui va permettre de savoir vers où va se diriger. Ah. Oui, mais c'est pas clair. Si on sait c'est quoi le P, vous allez comprendre ce que c'est le SRP. Le P, c'est le P de peptide signal. Donc c'est ce qui va reconnaître le peptide signal. Et si ça reconnaît le peptide signal, ça va l'amener où? Vers le RE. OK? Donc ce SRP, c'est un signal de reconnaissance du peptide signal qui va l'amener vers le RE. C'est pour ça qu'il est de ce côté-là. Okay, du côté avec signal d'adressage vers le RE. Alors, et maintenant, je vais vous montrer, bien sûr, le SRP dans toute sa splendeur. Donc ça, c'est le chapitre 8 sur le système endomembranaire. Donc ça, c'est le peptide signal, d'accord? Vous voyez le peptide signal qui a 15 à 20 acides aminés, qui est couplé, qui va être reconnu par le SRP. Donc ça, c'est important que vous regardez ces schémas-là. Et regardez comment ça se passe. On est dans le même schéma de tout à l'heure. On a l'ARN messager avec son ribosome qui commence à se faire synthétiser. Le peptide signal commence à sortir. Donc, qui va venir le reconnaître? Le SRP. Alors, le SRP, sa particularité, c'est qu'il est couplé à une particule qui s'appelle, il y a marqué GTP. C'est quoi le GTP, l'ATP? Rappelez-moi ce que c'est. C'est des molécules énergétiques. Vous avez vu ça en bioénergétique. Donc, le SRP est couplé au GTP. Vous avez vu ATP, vous avez vu le GTP? Ouais.
Donc le SRP est couplé au GTP. Et je crois même que vous avez vu en physiologie, je crois, peut-être en UE1, ce qu'on appelle les protéines G. Ça vous dit quelque chose, les protéines G? Ah, c'est quoi une protéine G? La mémoire courte. Une protéine G. Ah, si, c'est dans. Ah non, c'est en UE3. Ça sert pas à libérer. Alors ça, c'est les récepteurs, le RCPG. Tu vois ce que je veux dire? Mais la protéine G, sa particularité, c'est une protéine cytosolique qui est couplée au GTP. Il va avoir un cycle avec le GTP qu'on verra. Donc le GTP, c'est une molécule en fait énergétique qui va se coupler à certaines protéines dans leur fonctionnement. Donc le SRP va se comporter comme une protéine G, même si ce n'est pas une protéine G, okay, du fait qu'il va être couplé au GTP. Donc ce SRP-là, qui est couplé donc au GTP, chaque fois dans votre tête c'est couplé au GTP, va reconnaître ce petit signal et va l'amener où? Au RE. Donc là, vous avez vu, on a fait un gros grossissement sur la membrane du RE, vous avez compris. Okay, on est sur la membrane du RE. Et là, ce ribosome, avec l'ARN messager, avec le SRP, va se retrouver en face d'un mur qui s'appelle le translocon. C'est quoi le translocon? C'est une petite membrane au niveau du RE qui laisse passer ou pas la protéine. Parce que ce n'est pas la guinguette qu'on arrive dans le RE et on va rentrer comme si de rien. Non. Il y a le translocon qui va jouer le rôle de filtre, qui va plus ou moins s'ouvrir. Vu que vous n'êtes pas les trois en boîte de nuit durant ce mois de machin, il y avait des videurs dans la boîte de nuit. Hein? Et ces videurs dans la boîte de nuit, il laissent passer plus ou moins des personnes. Si vous allez arriver avec 4 mecs dégueulasses, ils ne vous laissent pas passer. Si vous arrivez un peu frais avec des filles, a priori, ils vous laissent passer. C'est la même chose. Et c'est quoi ce signal-là pour laisser passer? C'est que le SRP couplé au GTP va rencontrer un récepteur du SRP. Et quand les deux se rencontrent, ça fait boum. Il va y avoir hydrolyse du GTP. Vous savez ce que c'est l'hydrolyse d'une molécule? Okay, c'est une destruction par l'eau. Donc, l'hydrolyse du GTP, ici que vous voyez ici, dans le dernier schéma, va permettre d'ouvrir ce translocon. Parce que ce translocon, il est fermé, ici, par une protéine qu'on va revoir des milliards de fois, qui s'appelle une protéine BIP. Okay, juste retenez aujourd'hui que la protéine BIP, elle sert à ouvrir ou fermer le translocon. D'accord? Donc la protéine BIP, quand il va avoir hydrolyse du GTP, elle va s'ouvrir. Elle va permettre à la protéine de rentrer. Excusez-moi. Elle va permettre, oui, à la protéine de rentrer, mais au ribosome de s'installer pour permettre la traduction pour que la protéine rentre. Okay, ça, je ne vous perds pas. Et lorsque la protéine a fini son rôle, le BIP revient. Le translocon se referme. D'accord? Alors, je fais juste une parenthèse. Je ne sais pas ce que c'est très long, mais on va pas. Il y avait marqué ici GTP gamma S. Vous avez déjà vu ça, un truc GTP gamma S ou ATP gamma S, ça vous dit quelque chose? Non. Alors, juste que vous compreniez bien le fond de ce schéma, pourquoi il y a un GTP gamma S avec un négatif. GTP gamma S, alors moi aussi j'aime bien les références de films. Vous avez tous vu Mission Cléopâtre, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Oui, c'est un classique du film français. Si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous le voyez. À un moment, ils sont dans la potion magique. Enfin, ils sont en train de la distribuer aux gens du chantier. Et il y a quelqu'un qui dit attention, de la fausse potion est en train de circuler. Ça a la même couleur, la même odeur, et ce n'est pas de la potion magique. Et bien, le GTP gamma S, c'est la même chose. C'est comme du GTP. Ça a la même couleur que le GTP. Mais la seule différence, c'est un GTP qui n'est pas hydrolysable. C'est-à-dire, quand on veut le casser, ça ne marche pas. Donc, imaginez le GTP ici. On le remplace par du GTP gamma S. Est-ce qu'il y a hydrolyse? Non. Et donc, le translocon est sourd? Non. C'est pour ça qu'il y a le moins. Donc, ça aussi, je veux juste que vous compreniez comment ça marche. À chaque fois qu'il y a une flèche à marquer moins,
C'est-à-dire que cet élément-là, il inhibe ou il favorise pas, en tout cas, la continuité de l'événement. OK. OK, on va revenir au chapitre 1. Qui est hyper simple maintenant. Ça, on s'en fout un peu. On n'est pas dans ça. Ça, je ne veux pas rentrer dans ça. Je reverrai. Ce n'est pas l'objectif premier aujourd'hui. Alors, on voit des schémas en vrac pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Après, on sera plus scolaire. Bon. Ça, c'est quoi, ça? C'est une membrane plasmique. On a grossi. On a grossi la membrane plasmique. Et dans cette membrane plasmique, on a différentes protéines. Vous voyez, cette protéine-là qui va de là à là, qui transperce complètement la membrane plasmique, ça s'appelle une protéine transmembranaire, comme son nom l'indique. Combien elle a de domaines transmembranaires, cette protéine? Doron? J'ai 3. Ça a pas rapport avec. On les compte ensemble, vas-y. Non, j'ai mal compris. Moi, je pensais que c'était un rapport avec RTM, l'RNR, l'RNT, l'RNM. On est dans une protéine, là. Ouais. Donc, on est après. L'ARN est sorti du noyau. Il a rencontré son ribosome. Il a produit la protéine. Et la protéine, maintenant, elle est dans la membrane plasmique. Fini. Elle joue son rôle maintenant. Oublie maintenant l'ARN messager. Tout ça, c'était avant. Donc, déjà, première question de base. Cette protéine-là en question a rencontré un SRP. Vrai ou faux? Ah. Oui. Bah oui. Pourquoi? Parce que si c'est une protéine qui est dans la matrice, dans la membrane plasmique, forcément, elle est passée par le RE. Donc, si elle est passée par le RE, forcément, elle a eu un contact avec un peptide signal, puisqu'elle était dans le RE. Et donc, si elle a eu un contact avec le peptide signal, forcément, on l'a détecté avec le SRP. OK? Et question un peu plus difficile qu'on va vous poser, mais ça va être facile pour vous, mais juste que vous compreniez, cette protéine-là a été en contact avec une GTPase. C'est quoi une GTPase? ASE détruit le GTP. Le SRP, c'est une GTPase, ouais? Ça a l'air, puisqu'elle permet la destruction. En tout cas, elle est dans le fonctionnement de la destruction du GTP. Donc oui, elle est en contact avec une GTPase, qui est le SRP. Bon. J'ai combien de domaines transmembranaires? Ben, elle en a qu'un. Que ça. Ça, c'est la partie hydrophile. Ça, c'est la partie hydrophobe. Je n'ai pas eu besoin de vous expliquer ça veut dire quoi hydrophile et hydrophobe. Et ça, c'est la deuxième partie hydrophile. Ça, c'est à l'intérieur du noyau. Ici, c'est à l'intérieur du noyau. Ici, c'est dans le noyau. C'est à l'intérieur du cytosol. Ça, c'est dans la matrice, dans la membrane plasmique. Et ça, c'est dans la matrice extracellulaire. Ça, c'est le fameux poisson pilote dont on a parlé tout à l'heure, la protéine qui est périphérique, mais à côté de la membrane plasmique. Pareil, je vous pose une question sur cette protéine-là. Cette protéine en question est passée par le Golgi. Doigt, vrai ou faux? La protéine qui est en bas, la protéine périphérique, est-ce qu'elle est passée par le Golgi? Oui? Pourquoi? Raconte-moi son histoire. Ah ouais, parce que moi, avec oui, ça suffit pas. Non, faut justifier.
Désolé. Désolé. Hop, hop, hop. On revient. Voilà. Donc, je disais donc, que cette protéine-là, elle a été synthétisée à partir du ribosome libre. OK? Et non associée au RE. Alors, la protéine qui est ici, c'est une protéine qui s'appelle la cavéoline. Alors, la cavéoline, on en a discuté avec Sémi un peu ce week-end, entre deux bonnes années. Voilà. La cavéoline, c'est une protéine, ouais, qu'elle est un peu ambiguë. Elle est dans la membrane plasmique, mais elle n'est pas totalement. Mais c'est ce qu'on appelle, on la classe parmi la famille des protéines intégrales. OK? Donc, c'est quoi une protéine intégrale? C'est une protéine qui est dans la membrane plasmique, donc elle fait partie du système endomembranaire, mais elle n'est pas transmembranaire. Et elle est attachée à la membrane plasmique parce qu'on appelle un acide gras. Vous voyez l'acide gras? Et enfin, cette protéine-là, ici à droite, c'est un exemple d'une protéine G. Je rappelle ce que c'est une protéine G. C'est une protéine couplée au GTP. La protéine G, regardez. Alors, le schéma n'est pas très bien fait parce qu'en fait, elle n'a pas du tout de contact avec la membrane plasmique. Elle peut avoir un contact avec la membrane plasmique qu'avec un acide gras. Donc ici, quand vous voyez la protéine G en question, ici, elle n'est pas, en fait, vous l'oubliez qu'elle est accrochée à la membrane plasmique. Elle n'a un lien avec la membrane plasmique qu'à travers un acide gras. Donc, retenez une chose, c'est que quand la protéine G elle est couplée au GTP, elle va être accrochée ici par un acide gras, elle va être activée ici. Mais quand elle est désactivée, elle est couplée au GDP. C'est quoi la différence entre GTP et GDP? D, c'est diphosphate, avec deux phosphates. Tri, c'est triphosphate. Donc, lorsqu'elle est couplée au GDP, cette protéine G, elle ne va être pas du tout couplée à la membrane plasmique. Elle va être inactive. On verra des exemples, il y a des tonnes de protéines G qu'il faudra apprendre, mais juste connaissez le principe. La protéine G, soit elle est couplée au GTP associée à la membrane plasmique, elle est activée, soit elle est couplée au GDP, elle va être inactivée, elle va pas être associée à la membrane plasmique. D'accord? OK. Ça, on grossit encore une fois. On fait un grossissement. Et on est au niveau d'une protéine transmembranaire qui a donc une partie hydrophile, une autre partie hydrophile et une partie hydrophobe. La partie hydrophobe, c'est la partie qui est dans la membrane plasmique. Et cette partie-là, hydrophobe, c'est une partie qui est, mis à part le fait qu'elle soit dans la membrane plasmique, elle est, la plupart du temps, ce qu'on appelle en hélice alpha, que vous connaissez. Il y a feuillet bêta ou hélice alpha. Et vous verrez que la plupart du temps, c'est en hélice alpha. Très importante, le fait que ce qui se passe à l'extérieur ne se passe pas forcément à l'intérieur. Vous voyez ici, le SH, 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 c'est des groupements thiol. OK? En fait, ce groupement thiol, il s'active et il devient des ponts de disulfure, SS, OK? Que dans un milieu oxydant, matrice extracellulaire. Mais dans un milieu réducteur, ici, ça restera SH, SH. D'accord? Donc, quand on parle de pont disulfure, là aussi, on verra des applications. Essayez de retenir le maximum de choses, mais on le répétera. Les ponts disulfure ne peuvent se faire que en extérieur. Alors, je fais juste une parenthèse et après je reviens sur ce schéma. Quelque chose de fondamental également. Non. Chapitre 8. Ce schéma-là. Il y a marqué la lumière égale la matrice extracellulaire. Alors, ce n'est pas un discours de religieux en disant que la lumière
nous vient. Ok, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on appelle la lumière d'un compartiment? Le creux. Le creux. Quel creux? C'est pas la lumière intestinale, c'est l'intérieur. Ah, l'intérieur de l'intestin. Bravo. La lumière d'un compartiment, c'est l'intérieur du compartiment. Et on vous dit quoi? Que la lumière d'un compartiment, et ici on parle d'un compartiment du système endomembranaire, égale la matrice extracellulaire. C'est un phénomène intéressant. C'est-à-dire, en gros, la composition de ce qu'il va avoir à l'extérieur, c'est la même chose que ce qu'il y a à l'intérieur des compartiments. Ici, c'est une vésicule, mais ici, peu importe ici, et ici, c'est un REG. Ou ça peut être un Golgi d'ailleurs. L'intérieur, c'est la même chose que l'extérieur. Et on verra pourquoi c'est important. Je vous donne juste un exemple. Cette protéine-là, qui est soluble dans la lumière du RE, imaginons elle veut être transportée, elle veut aller à l'extérieur. On va la retrouver. On la voit pas d'ailleurs ici. Elle va être ici, puisqu'elle était à l'intérieur à ce niveau-là. Cette protéine-là, périphérique, sous la membrane, au niveau matrice extracellulaire, au niveau de la lumière, elle va se retrouver ici. Vous avez compris? C'était faux? Elle va se retrouver ici. Donc, je répète, sur le schéma, cette protéine-là en question, périphérique, elle va être amenée, elle va être là, et elle va se retrouver là. Pareil, cette protéine-là, périphérique, le poisson pilote cytosolique, elle était là, elle va se retrouver là, et après, elle va se retrouver ici, puisque c'est la même chose. Mais dans quelque chose qui est un peu plus difficile, disons ici, c'est le N-terminal. N-terminal et C-terminal de la protéine. Mettez-moi le N-terminal ici et ici. Le N-terminal, je le mets où? Dehors. Puisque le N-terminal, il était à l'intérieur qui est égal à la matrice extracellulaire, donc il va se retrouver ici. OK? Donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. Et donc ici, OK, quand on parle, ici, on est dans la membrane plasmique, ici, on est la matrice extracellulaire. Donc les ponts disulfure en question, ils se sont fabriqués à quel niveau de la protéine? Lorsque cette partie de la protéine était dans la matrice extracellulaire. Et donc, l'équivalent dans le RE, c'est la lumière du RE. OK? C'est-à-dire qu'on refait le cheminement depuis le début de la protéine. La protéine, elle a commencé sa synthèse avec un ARN messager. Et le ribosome, on lui a découvert quoi? Le peptide signal. Qui l'a reconnu? Le SRP. Qui l'a amené vers le RE. Qu'il a rencontré un translocon, hydrolyse du GTP, ouverture du translocon, grâce à BIP. La protéine commence sa synthèse dans le RE. Elle finit sa synthèse dans le RE. On peut lui mettre à ce moment-là des ponts disulfure. Elle va après dans le Golgi pour subir une maturation. Et puis après, elle va aller ici. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que la mise en place des ponts disulfure ne se font pas quand la protéine elle est terminée dans la membrane plasmique. Elle se fait en amont. Quand elle est dans la membrane plasmique, elle est déjà toute finie, toute mature. OK? C'est ce cheminement-là qui nous pousse à dire que les ponts disulfure en question se font en amont dans la lumière du compartiment. Pareil, ici, il y a ce qu'on appelle les oligosaccharides. Vous êtes spécialiste dans les glucides, OK? Les oligosaccharides, en biocé, vous verrez que ça se retrouve exclusivement, presque, ou presque exclusivement même, à l'extérieur, dans le milieu extracellulaire. Donc, retenez ça comme principe, il y aura des exceptions. Un sucre, c'est sur la partie extracellulaire d'une protéine. Vous ne verrez jamais, encore une fois, je mets juste un guillemets,
vous ne verrez jamais de sucre à l'intérieur d'une cellule. Pas de sucre ici. Les sucres, c'est que à l'extérieur. Mais la mise en place de ces sucres, c'est pas que la protéine elle est dans la membrane plasmique et on doit rajouter des sucres. Elle se fait en amont. Et ça, c'est tout le chapitre sur le système endocrinien qui va vous expliquer comment se mettre ces sucres, etc., etc. Et on verra même ça demain. Okay, on verra ça demain. N'hésitez pas s'il y a des questions. Alors, vous voyez notre copine la protéine G à droite? La protéine G, soit elle a l'acide gras et elle va aller se coupler à la membrane plasmique, protéine G couplée au GTP, soit elle va être ici, si elle est couplée au GDP. C'est quoi le GPI? Vous savez ce que c'est le GPI? Alors le GPI, c'est un moyen d'ancrage d'une protéine soluble à la membrane plasmique. Je répète, c'est un moyen d'ancrage d'une protéine soluble, donc vous le voyez la protéine soluble ici, à la membrane plasmique. C'est une espèce d'intermédiaire pour que la protéine soit accrochée à la membrane plasmique. D'accord? C'est ce qui va faire le lien avec cette membrane plasmique. D'accord? Ici, on a ce qu'on appelle une phospholipase. Ça sert à quoi une phospholipase? À couper un phospholipide. Une lipase, ça va couper un lipide. OK? Une protéase, ça va couper une protéine. Et ici, il y a deux protéases hyper connues que vous allez voir aussi jusqu'au même au dernier schéma de votre polycope de Biocé. Dernier schéma. OK? On va parler de ADAM et de MMP. Ce sont des protéases extracellulaires. Ça veut dire quoi extracellulaire? C'est-à-dire qu'elles vont couper la partie extracellulaire des protéines. Et là, vous allez me dire, mais et alors? Alors, je vais vous donner juste une implication qui a à ça. Vous savez, aujourd'hui, vos cellules, elles sont collées. Et ça, on le verra demain. Ça. Comment elles sont collées, par quoi? C'est quoi qui colle les cellules? Qu'est-ce que j'ai dessiné là? Des filaments d'actine. Non. Oh, les câbles. Des cames. Les cames. Les cames, c'est cellules, adhérence, substrate. C'est des protéines qui vont permettre que ces cellules soient accrochées entre elles. C'est bien qu'elles soient accrochées. Imaginons on a des protéases qui vont couper ici le domaine là. Elles vont couper ce domaine-là. C'est pas substrate, hein, excusez-moi, c'est molécule. CAM, c'est cellule. Adhérence, molécule. Si elles coupent les liens entre ces cellules-là, les cellules vont partir une là, une là, une là. Et donc, elles vont migrer. C'est ce qu'on appelle des métastases. Quand il y a des cellules cancéreuses, par exemple, qui se démultiplient de manière anarchique, c'est ça la définition d'un cancer, ben après, si elles sont plus reliées entre elles, elles vont partir à droite, à gauche. Donc, si il y a un problème de production trop importante de ADAM et de MMP, pour vous donner un exemple, hein, je caricature, eh ben, on va avoir un problème physique, okay, de désorganisation cellulaire. Et donc, s'il y a une désorganisation cellulaire, ben, il y a des problèmes de métastase ou de cancer, etc. Okay, donc, juste que vous compreniez, ça ne sert pas à rien, il y a une prothèse qui coupe un truc. Bon, il y a des implications hyper fortes de ça. Pareil, qu'une protéine G, elle soit active ou pas active, ben, il y a une implication. Okay, si on a un défaut de protéine G,
eh ben, l'action qui a la protéine G d'activer la cellule ou avoir un effet biologique sur la cellule, et on verra c'est quoi les effets biologiques des protéines G, parce qu'il y a des tonnes de protéines G qu'il faudra apprendre. Bon, alors, je vais vous montrer un exemple. Parce qu'il faut que vous compreniez, si vous ne comprenez pas, on ne peut pas avancer. Alors, chapitre 4, cytosol. Je vais montrer des exemples de protéines G. Bien sûr, vous allez les apprendre. Alors, ça, c'est les protéines G, mais je ne veux pas vous montrer celle-ci. Voilà. Ça, c'est le cycle. Alors, en fait, quand j'entoure les schémas et que je m'excite avec des flèches, ça, c'est très mauvais signe. C'est-à-dire que ça va tomber un plus, plus, plus. Quand je m'énerve comme ça, c'est pas bon signe. Ces schémas-là, ce schéma-là en question, il vous montre le cycle de la protéine G. Ici, on a une protéine G couplée au GDP, qui n'est pas dans la membrane plasmique. Là, on a une protéine G couplée au GTP, qui est dans la membrane plasmique. N'est-ce pas? On est bon? À partir du moment où on l'active, elle va venir là. Qui c'est qui l'active? C'est la protéine qui s'appelle GEF. GEF, GEF, va activer l'échange. On va échanger GTP, excuse-moi, on va échanger GDP par du GTP. La protéine G va rentrer au niveau de l'acide gras et va au niveau de la membrane plasmique. Et va avoir comme effet biologique, ici par exemple, de faire bourgeonner une vésicule. Ce qu'on appelle une endocytose. C'est quoi une endocytose? Vous avez vu ça, une endocytose? On va faire entrer du matériel dans la cellule. Exactement. Regardez. Ça, c'est la membrane plasmique de la cellule. Et un jour, il y a une boule comme ça qui va apparaître avec du matériel. Ce matériel-là, il a comme vocation après, toutes ces protéines-là, de nourrir la cellule. Et en fait, ça sert à quoi cette protéine G? Une de ces protéines G qui s'appelle ARF, elle va permettre à cette vésicule de bourgeonner. Oui. Puis après, il y a une autre protéine G ici qui s'appelle... C'est quoi la protéine G qui s'appelle ici? Bon, on verra. La protéine G qui va étrangler la vésicule et qui va faire en sorte que la vésicule rentre dans la cellule. Donc les protéines G, elles vont avoir ici plusieurs rôles dans le fait de faire une endocytose, de faire entrer du matériel. Donc si on a un problème de protéine G, ben, le matériel il n'est pas endocyté. Et donc la cellule est moins nourrie. Et donc si la cellule est moins nourrie, elle est malade. Vous comprenez? Enfin, moi en tout cas, je suis peut-être sensible, mais la mécanique qu'il y a à l'intérieur, s'il y a une poussière, ça dérègle tout. C'est-à-dire que c'est un problème d'une protéine G pour faire rentrer du matériel à l'intérieur de cellule, ça peut tout désorganiser. C'est pour ça que qu'on soit en bonne santé comme ça, c'est... Moi, je pense que c'est du miracle, mais disons que c'est un peu le but de mon explication pour que vous compreniez que tout ça, ça sert à quelque chose. C'est pas juste technique. Ça a des répercussions. Et je vous donnerai des exemples, vous verrez en cours, une maladie qui s'appelle la progéria. Vous avez déjà entendu. C'est quoi la progéria? C'est possible. La progéria, c'est une maladie qui est des enfants comme ça qui ont une apparence de vieillard. Ok, vous regarderez sur Internet, progéria, c'est des enfants qui paraissent des vieillards. Et c'est quoi la progéria? C'est juste qu'il y a une protéine dans le noyau, ok, qui a gardé son groupement acide gras qu'on devait lui enlever à un moment dans sa vie. Et grâce à ce groupement farnésyl, qui est le groupement d'acide gras, qui s'est maintenu sur cette protéine-là, sur cette progéria, enfin sur cette zone, eh ben ça, non, voilà, c'est juste pour que vous compreniez, quoi. C'est pas juste technique ce qu'on est en train de parler. Alors, dernière chose sur ce schéma, c'est
ici cette séquence ici entre la phospholipase qui va couper un phospholipide, qui va donner DAG, IP3 et qui va aller vers le RE. Alors, c'est très simple. Alors, pour ça, il faut que je vous raconte une histoire. Alors, je vous raconte une histoire. On va aller dans le chapitre 11. Alors, parce que j'ai tous les trucs ici, communication. Alors, j'ai tout ici, noyau, cellule souche, communication intercellulaire. Alors, chapitre 11, on va voir ce gros schéma qui est en miniature ici. On va le voir en gros. Alors, bien évidemment que si j'en parle aujourd'hui et que vous ne le travaillez pas à la maison, ça ne sert à rien. Hein. Alors, voilà. Regardez ça, ce schéma-là. Vous faites, comment ça s'appelle? Le Memories. Vous avez déjà joué le Memories? Ouais. Mais oui, il y a des cartes, il faut se souvenir. Après, il faut avoir les deux cartes. Bon, vous n'avez pas des enfants de 5 ans, vous, hein? Merde. Regardez ce schéma-là. Regardez la phospholipase C qui va couper PIP2, DAG IP3, RE. Et ce que je viens de dire à l'instant, phospholipase qui va couper ici DAG et IP3. C'est la même chose. Donc, je vais vous le dire en grand. Mais vous, l'objectif, c'est que vous l'appreniez. Donc, c'est l'histoire d'un phospholipide qui s'appelait PIP2. Il était tranquille dans la membrane plasmique, il n'embêtait personne. Et un jour, il y a eu un signal dans la cellule qui a voulu faire en sorte qu'on le détruise. Mais on ne va pas le détruire en vain, parce que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Donc, c'est quoi ce signal? C'est qu'il y a un ligand qui s'appelle acétylcholine qui va aller sur un RCPG, que vous connaissez bien les RCPG. Ce RCPG, quand le ligand il va se fixer sur ce récepteur, il va activer une sous-unité alpha, qui s'appelle alpha Q. On reverra aussi, ne vous inquiétez pas. C'est une protéine G. Vous voyez, c'est une protéine G. C'est une protéine G un peu différente, qui n'a pas le même fonctionnement, mais c'est une protéine G quand même. On verra la différence entre celle-ci et celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Cette protéine G alpha Q, elle va activer une phospholipase qu'on appelle la phospholipase C. Regardez, sur le schéma, on est ici, phospholipase. Vous pouvez mettre un C à côté, ça vous fait plaisir, mais c'est la phospholipase qui a été activée par ce fameux signal. Regardez le schéma. C'est quoi ce signal en question? C'est ça. Ce phospholipase en question, il va couper PIP2. Merde, il va le couper. Et en fait, quand vous voyez la formule de PIP2, ben, il a un côté DAG, c'est diaglycérol. Vous connaissez le diaglycérol en lipides, spécialiste des lipides quand même. C'est pour ça, c'est toujours aussi une notion que je dis au premier semestre, que vous ne comprenez rien. Mais vous êtes censé avoir bien connu ça. Donc diaglycérol, et d'un autre côté, ça a donné un IP3. Un IP3, c'est une espèce d'alcool cyclique avec un phosphate. Et chacun va avoir un rôle différent. DAG, il va rester dans la membrane plasmique. Et IP3, il va aller vers le RE. Donc je répète, il y avait un phospholipase normal dans la membrane plasmique qui va être clivé par le phospholipase C, qui a été activé par l'alpha Q, qui a été lui-même activé là par le RCPG, qui va couper PIP2, qui va donner DAG, qui va rester dans la membrane plasmique, IP3 qui va aller vers le RE. Et DAG, son objectif, c'est d'activer une protéine kinase. C'est quoi une protéine kinase? Oui? Bravo. Une protéine kinase, ça permet les phosphorylations. C'est quoi une phosphorylation? C'est rajouter un phosphate sur une protéine. On verra à quoi ça sert, on verra. Ça aussi, ça a une implication. Rajouter un phosphate sur une protéine. Donc, créer ce qu'on appelle une phosphorylation. C'est ce que vous voyez en bas. Ça, c'est le rôle de DAG. Et IP3, il va aller vers le RE. C'est ce qui est marqué dans votre schéma ici. Je refais le parallèle. L'IP3 va aller vers le RE, sauf qu'on ne voit pas dans le détail.
et il va rencontrer un récepteur IP3, comme par hasard. Et ce récepteur IP3, c'est un libérateur de calcium. Il y a beaucoup de calcium dans la cellule. Entre autres, il y en a beaucoup dans la lumière. On va parler bien maintenant. Dans la lumière du RE, du Golgi, même dans d'autres, du système endomembranaire. On n'est pas au niveau d'une mitochondrie, ok? Bien les deux trucs. Et quand le IP3 va aller sur son récepteur IP3, il va libérer du calcium. Il va avoir une augmentation, attention, écoutez bien, une augmentation du calcium intracellulaire. Et je vais aller plus en détail. Il va avoir une augmentation du calcium cytosolique. Vous voyez le calcium ici qui augmente? Et après, on verra qu'est-ce que ça fait. OK? Et c'est ça, ce principe-là, c'est à la fois, on va activer des protéines kinèses qui vont activer des phosphorylations. Et à la fois, on va avoir une augmentation de calcium. Vous verrez on verra que à la fin, ça aboutit aussi à des phosphorylations, les deux. OK? Mais les phosphorylations sont activées à la fois par DAG, directement, protéine kinèse, et à la fois par le calcium indirectement. Donc maintenant, quand vous allez revoir votre chapitre sur la membrane plasmique, et vous allez voir ce truc-là où on ne comprend rien, maintenant, ça vous parle. Et pareil, là, je vous donne un conseil de méthodologie. Bien évidemment que tant que vous n'avez pas vos résultats, vous allez me dire, vous n'êtes pas encore la tête à ça, etc. Ce que je conçois, ce que je comprends. Mais quand vous allez vous mettre vraiment au travail, c'est pas des choses qu'il faut voir sur un pied. En se disant, bon, on va le revoir. Si vous ne l'entretenez pas, vous n'y arriverez pas. Okay, ça, c'est juste un conseil. Voilà. OK. Dernier schéma qu'on va voir là aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la différence entre une CAM et une SAM. Alors, SAM, c'est celui qui ne boit pas, certes. Mais SAM, ici, et CAM, leur objectif, ce sont d'avoir des protéines qui vont permettre à ces protéines de ne pas bouger, on va dire, de limiter leur mouvement. CAM, ça sert à faire le lien entre deux cellules. Et SAM, ça va permettre de faire le lien entre la cellule et la matrice extracellulaire. SAM, le S de SAM, c'est substrate, c'est la matrice extracellulaire. Et CAM, c'est cellule. Donc, soit cellule-cellule, soit cellule-matrice extracellulaire. Et ce qui est très important aussi à comprendre, ok, et ça, c'est vraiment, vraiment fondamental, et je vais reprendre un peu le schéma que je vous disais tout à l'heure, c'est que si deux cellules sont collées entre elles, c'est hyper important pour qu'elles se maintiennent, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est aussi hyper important pour diffuser un message à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire ici, lorsque les CAM vont avoir un contact, elles vont diffuser un message à l'intérieur de la cellule. Et un des messages à l'intérieur de la cellule, c'est par exemple d'activer le cytosquelette. C'est-à-dire, j'ai un message que je reçois à l'extérieur, je vais le diffuser à l'intérieur pour dire tu restes ronde, ou tu restes carré, ou tu restes ce que tu veux. Ça, ce phénomène-là, ça s'appelle la transduction mécanochimique. Pourquoi? Une transduction, c'est une diffusion. Mécanique, parce qu'il y a un contact mécanique ici en haut. Il y a un contact mécanique ici aussi. Et chimique, parce que ça va diffuser un message des signaux à l'intérieur de la cellule. Je retrouverai le schéma en question. Je vais essayer de vous l'envoyer ce soir si j'ai quelques secondes. Mais en gros, il y a une expérience qui montre. Je vais vous faire de suite l'expérience d'ailleurs. Vous comprenez bien. Qui vous montre que on avait 3 cellules cylindriques qui étaient reliées par des CAM entre elles. OK? Et on a fait une expérience où on a enlevé le calcium. Donc le calcium, on verra le rôle que ça joue, mais c'est un rôle d'adhésion. Ça permet aussi de maintenir l'adhésion.
Et on a mis aussi beaucoup, ce qu'on a vu tout à l'heure, des protéases. Ici, on va couper. On va faire en sorte de diminuer ces cames. Et l'expérience montre que ces cellules-là qui étaient cylindriques, elles sont devenues rondes. Pourquoi elles sont devenues rondes? Parce que le signal ici ne passe plus. Donc la diffusion, la transduction mécanochimique ne se fait plus. Et donc les cellules, au lieu de rester cylindriques, elles deviennent rondes. OK? Et donc c'est ça l'idée que la transduction mécanochimique, elle a un impact direct sur la protéine, la cellule. J'ai pris l'exemple du cytosquelette, mais ça peut être 20 000 autres exemples. Donc pareil, vous avez un petit problème de santé parce qu'il y a une protéase ici qui attaque trop les protéines, ben, l'influence, elle est hyper importante. Et je vais vous donner, pour que vous compreniez bien, et là on aura vu une bonne partie, le dernier schéma qu'on va voir sur le cytosquelette. On va voir de suite. Voilà. Bah, évidemment, ce travail-là, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Hein. Je le conçois, hein. Je ne suis pas en train de... Dans le chapitre 7, qui est le chapitre du cytosquelette, il y a... Alors voilà, quand je m'excite avec des bleus, des rouges et des croix, en plus, je crois que c'est ce schéma qui est tombé cette année. C'est pas bon signe non plus. Alors, je vais vous montrer le schéma en question, excusez-moi. Le schéma en question, il est normalement là. On va apprendre aujourd'hui notre première protéine G. C'est votre première protéine G. Les premières fois sont toujours les meilleures, sachez-le. Protéine G, qu'on va appeler la protéine G-Rho. OK? La protéine G-Rho, elle va avoir comme effet d'organiser le cytosquelette. Je répète, la protéine G-Rho, elle va avoir comme effet d'organiser le cytosquelette. Comment? Vous voyez ici qu'à la base, le cytosquelette, il est désorganisé. Donc, il va un peu de n'importe où, n'importe comment. Et un jour, on a une protéine qui s'appelle une SAM, ici, on va voir le nom demain, on verra tous les noms demain, qu'on appelle une intégrine, qui va se fixer à la matrice extracellulaire. C'est la SAM. Et lorsqu'elle va se fixer, cette intégrine à la matrice extracellulaire, elle va, donc fixation d'intégrine à la matrice extracellulaire, elle va activer ici cette protéine G, qui était sous forme de GTP, qui va automatiquement se transformer, qui va être sous forme de GTP, qui va s'accrocher avec un acide gras à la membrane plasmique. Et donc ici, elle va se mettre pour organiser le cytosquelette. Et regardez comme il est beau après, le cytosquelette devient tout organisé en faisceaux larges, parallèles, etc., etc. Ça, c'est un exemple de transduction mécanochimique. Et donc, pareil, si ici, on coupe le lien de l'intégrine à la matrice extracellulaire, il n'y a plus de protéines G-Rho, et donc il n'y a plus d'organisation du cytosquelette. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de transduction mécanochimique que vous voyez dans le chapitre de la membrane plasmique, et que vous allez voir dans le chapitre après suivant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions pour ce soir? Alors, je vous répète encore une fois. Nous, ce qu'on va voir en BioC, bien sûr qu'il y aura beaucoup de connaissances et de choses qu'il faudra apprendre, mais moi, ce que je veux vous apprendre, c'est à faire les liens entre les schémas. C'est-à-dire que là, de passer, on a vu peut-être 7 chapitres, parce que mon but, c'est que vous compreniez le lien entre ce schéma, ce schéma, ce schéma et ce schéma. OK? Mais vous, votre objectif, c'est que chaque schéma qu'on voit, vous les voyez, et juste si je vous commence à vous donner un secret dès maintenant, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un schéma, un lien par exemple, entre un schéma et un autre, et ben, entre celui-là, vous mettez... alors, le problème, c'est qu'il n'y a plus de numéro sur les trucs, mais vous mettez la page, par exemple. Ça, je l'ai vu dans la page du chapitre 2, vous mettez comme ça quand vous allez faire vos révisions. Directement, ça va vous faire penser à ça. Vous avez pu faire ce truc ce moyen mémotechnique pour faire rappeler qu'il y avait un lien que Dad nous avait dit.
directement, vous allez pouvoir le faire ce lien. D'accord? Allez, je vous libère. Demain, on va commencer entre 9h et 9h10, comme ça. Et à 9h, on fait 9h midi demain. Et après, on fait une petite pause. Et à partir de 13h, on reprend jusqu'à 16h. L'après-midi, c'est l'aspect 12 ou... Ouais, l'aspect 12. Moi, je sais pas. C'est lequel? Un, deux, trois.